Alors, merci encore Nathalie pour cette présentation extrêmement intéressante et ces chiffres qui nous donnent des choses concrètes par rapport à tous les débats qu'on a depuis 2 jours. On va poursuivre avec un débat qu'on a pensé, qu'on a voulu un peu iconoclaste. Beaucoup de gens ici sont dans l'audiovisuel, des choses plus ou moins classiques, et on a envie d'amener la question de tout le monde doit-il faire de la vidéo? La question, elle est large, elle est ouverte, et pour y répondre, on a des regards assez différents. La question, on l'a eue quand on a vu à quel point les médias pouvaient aller vers ça, à quel point les marques pourraient aller vers ces sujets-là, et comment ils pouvaient l'exploiter. Donc, pour participer à ce débat, je vous propose d'accueillir par ordre alphabétique Bertrand Gier, directeur des nouveaux médias du groupe Figaro, Julien Lebigot, directeur marketing grand public du parc Astérix, Emmanuel Pin, directeur général de DIBI, et enfin Alexis Votto, directeur du développement multimédia du groupe de presse IPM, qui est un groupe belge, on est très heureux de l'accueillir. Et enfin, pour animer ça, Jérémy Bugard, directeur associé de l'agence 79, une superbe agence média que vous découvrirez sûrement après. C'est à vous, messieurs. Alors bonjour à tous. Effectivement, c'est une question assez large et un sujet et un débat passionnant. On a 4 intervenants de qualité aujourd'hui qui vont essayer de nous éclairer sur l'utilité, voire la nécessité de faire de la vidéo aujourd'hui. Je vais commencer, moi je vais juste donner 1 ou 2 chiffres qui font quand même écho. Aujourd'hui on parle de 39 millions de vidéonautes et de 5 milliards 3 de vidéos vues. Bon là je parle du cas d'Internet. Et voilà, on va discuter de ce sujet ensemble. On a la chance aujourd'hui d'avoir à la fois le côté éditeur, le côté annonceur et la partie, on va dire, plus technique pour nous éclairer sur ce sujet. Je vais d'ailleurs commencer le débat par la thématique du jour et puis interroger dans un premier temps l'annonceur, donc Julien, sur pourquoi tout le monde doit faire de la vidéo aujourd'hui. Alors, avant de parler du cas de tout le monde, je parlerai de notre cas précis. En gros, parc Astérix et les autres parcs dont je peux m'occuper, ce qu'on vend, c'est d'abord du dépaysement, c'est de la sensation, c'est de l'expérience, qui sont finalement des choses qui passent assez mal via des supports classiques que peuvent être la radio, l'affichage, la presse. Et Internet nous donnait déjà un moyen de s'exprimer un peu plus. Et la vidéo rajoute à ça le fait de mettre à la fois les gens en situation, de leur montrer le produit dans tout ce qu'il a comme richesse et comme variété. Et ça sera la suite aussi du débat, de eux-mêmes s'exprimer, de créer leur propre vidéo, de rajouter du contenu à ce que nous on peut proposer dans des campagnes un peu plus interactives. Est-ce que vous souhaitez tous réagir par rapport à cette question? Bonjour, sur la question pourquoi est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Tout à fait. Je ne sais même pas si la question se pose, ça paraît évident. Moi je m'occupe des activités numériques du groupe Figaro, donc on s'est énormément développé dans le web, on travaille dans l'information, dans la technique et dans la connaissance. Donc quand on travaille autour de ces thématiques-là, évidemment, il faut faire de la vidéo. Il y a une explosion de l'usage, on pourrait y revenir, qui a été évoquée par Jérémy tout à l'heure. On parle de 5 milliards de vidéos vues. J'ai même entendu des chiffres supérieurs. On dit que ça représente presque 11 heures par individu, etc. Donc on voit bien que sur Internet, il faut accompagner les usages. C'est important pour nous. Évidemment, sur lefigaro.fr, on fait de l'information. Donc l'information, c'est des images, c'est des photos. Les photos, c'est de la vidéo, etc. Donc c'est difficile de prétendre être le premier site d'information en France si on n'est pas capable de proposer l'image du jour, ce que vraiment les internautes ont envie de voir. Donc pour nous, il faut vraiment accompagner l'usage. On se rend compte d'ailleurs, on pourrait y revenir, que ça développe forcément ce qu'on appelle l'engagement de l'internaute par rapport au site. Donc on a un devoir presque de diffuser de la vidéo. Le troisième sujet, c'est un sujet monétaire, tout simplement. Voilà, ça rapporte de l'argent aujourd'hui pour nous, en tout cas, pas beaucoup encore, mais il faut dire qu'on n'en diffuse pas beaucoup. Mais c'est un élément sur lequel on a des ressources publicitaires, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et puis le quatrième sujet, c'est que ça permet pour nous également de renforcer nos offres mobiles, et qui sont de plus en plus importantes. On parle de l'évolution dans la consommation de l'information.
sur Internet, c'est très important, mais on se rend compte depuis 1, 2, 3 ans que maintenant il y a une consommation qui se fait de plus en plus fortement par le biais du mobile, parfois jusqu'à 15-20% de la consommation de nos sites Internet se fait maintenant par mobile, tablette, appli iPad, etc. Et que la vidéo, encore plus peut-être que sur le web, elle est tout à fait compatible avec les formats mobiles. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, ça permet de renforcer plusieurs de nos produits. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Très bien, messieurs, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette question? C'est vrai, assez large et assez ouverte, avant qu'on rentre peut-être plus en détail sur des questions d'ordre technique. Oui, bien entendu, notre situation en Belgique est à peu près la même que celle décrite par l'intervenant précédent. Fondamentalement, on est présent sur la vidéo parce que ça plaît. Et donc nous y sommes parce que nous constatons, maintenant que nous avons structuré une offre, nous sommes parvenus à tripler notre nombre de vidéos vues sur à peu près 2 mois. Donc nous espérons pouvoir encore faire x2 d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'un des éléments fondamentaux pour lesquels la vidéo est importante pour un groupe de presse, c'est que ça nous rapproche aussi de la télévision. Or, la télévision est le média qui a le mieux résisté, parmi les médias classiques, à l'avenue de l'Internet. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, et je pense qu'on l'a vu aussi dans ce que montrait la médiamétrie, c'est qu'en fait, peu importe l'écran. Donc à partir du moment où on est sur un écran d'ordinateur, aujourd'hui, sur un écran de mobile, sur un écran de tablette, et demain, ou peut-être déjà cet après-midi, sur des écrans de TV connectés, peu importe, je veux dire, il faut pouvoir présenter des produits là où ils sont, et ce qui permet également de pouvoir apprendre par ce biais-là aussi toute une série de nouveaux métiers, et ce qui est important, étant donné les pressions que nous connaissons sur le média papier. Moi, je vais réagir plus donc, sur l'aspect fabrication et technologie, puisque DB est une agence technique qui est spécialisée dans la production et la réalisation d'événements en direct sur le web depuis maintenant 10 ans. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui aussi la vidéo explose en termes d'usage et de production, c'est parce que aussi les outils de fabrication sont aujourd'hui là pour permettre plus facilement à tous les producteurs de contenu, à tous les éditeurs, de produire des programmes de façon beaucoup plus facile et optimisée qu'auparavant, que ce soit sur la partie de la captation, du tournage, jusqu'à la diffusion finale. Je dirais qu'il y a une vraie démocratisation, à la fois dans les technologies, dans les techniques, dans les savoir-faire, dans les coûts, d'accès à la fabrication de l'image animée. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure sur les différents aspects, les différents impacts. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que producteur exécutif d'un certain nombre de programmes, que ce soit pour des contenus de marque, que ce soit pour de l'événementiel, on s'aperçoit de la grande facilité qu'il y a à produire de l'image, de la plus grande accessibilité, en même temps une plus grande maturité des différents acteurs par rapport à la fabrication de contenus hybrides qui vont se retrouver, on en parlait tout à l'heure sur l'aspect multi-écran, aussi bien sur de la télé connectée, du PC, du mobile, et sur la capacité aussi à exploiter un contenu. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on tourne des images, elles peuvent être utilisées aussi bien en amont d'un événement ou en amont d'une campagne pour faire une campagne de teasing. Elles vont pouvoir être réexploitées sous la forme d'un contenu de marque. Elles vont pouvoir être replacées dans une émission de direct, dans le cas d'une série. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces images-là peuvent être réexploitées, rediffusées avec de la catch-up, avec de la VOD, de façon beaucoup plus facile. Donc sur l'aspect technique, technologique, fabrication, on a aujourd'hui de multiples avantages à utiliser aussi de la vidéo et une plus grande facilité d'accès. Très bien, ça va revenir justement à une des autres questions qu'on se pose tous. Et sur cette vidéo, pour vous, quels sont les formats les plus adaptés, notamment sur Internet et sur d'autres supports, pour diffuser du contenu et de la publicité? Est-ce qu'il y a certaines règles à respecter pour augmenter le nombre de vidéos vues, le temps passé, mais aussi les performances des campagnes publicitaires? On le sait, sur Internet, il y a des formats classiques qui aujourd'hui ont des performances moindres, et on constate depuis déjà quelques temps une vraie érosion de certaines performances, et notamment du taux de clic.
La vidéo permet aujourd'hui d'augmenter ses performances, mais pas uniquement. Voilà. Quel est votre avis sur les formats utilisés, comment les exploiter et comment faire en sorte qu'ils soient le plus vus par les internautes et par d'autres? Moi, je veux bien commencer en tant qu'annonceur. Très clairement, aujourd'hui, nous, sur Internet, il y a quand même plusieurs objectifs. Un premier objectif qui est commercial, c'est-à-dire que Internet est devenu un véritable canal de vente de billetterie, de séjour. Et ça, aujourd'hui, c'est pas forcément par la vidéo qu'on le fait passer. On reste sur la publicité classique et avec des résultats qui sont plutôt probants. Ce que j'expliquais tout à l'heure, la vidéo nous permet de faire passer d'autres messages. On est plus effectivement sur du branding, sur de la démonstration produit quelque part. Et c'est pour ça les différents programmes qu'on a pu faire l'année dernière et cette année vont vraiment dans ce sens-là. C'est mettre les gens en situation, leur montrer qu'est-ce que le parc Astérix, qu'est-ce que la mer de Sable, qu'est-ce que vous pouvez venir découvrir dans ces parcs pour leur donner envie de venir et après, derrière, éventuellement, de déclencher l'achat. L'autre point, après, sur les formats, les codes, les obligations, très clairement, il y a un ton Internet où on peut aller un peu plus loin que dans la publicité classique, où même il est recommandé d'aller plus loin, de jouer la provocation, de jouer l'humour, en plus avec des formats qui sont un peu plus étendus que de la publicité télévision, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes d'achat à la seconde, et donc on peut s'exprimer un peu plus tout en restant quand même sur des formats relativement courts où on voit que au-delà d'1 à 2 minutes, effectivement, on perd quand même souvent l'attention. Donc, effectivement, quelques recommandations, c'est plus le format court, le côté décalé, l'humour, et après, c'est effectivement du ciblage. Nous, clairement, c'est effectivement sur des populations plutôt jeunes adultes. On voyait les chiffres sur les 15-24 ans, qui sont pour nous une vraie cible de clients. Et qu'Internet et la vidéo va permettre de toucher plus spécifiquement. Oui, pour Bertrand et Alexis, je voulais plutôt qu'on tourne la question sur le développement du marché publicitaire et notamment certains formats et formats in-stream dont peut-être Bertrand tu pourrais nous parler, notamment pour le groupe Figaro. D'accord. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on s'engage fortement vers la vidéo. Enfin, fortement, ça veut dire autant que possible, avec des moyens qui sont les moyens d'Internet, etc. Donc c'est pas des gros moyens, c'est pas une vague de vidéos qu'on arrive qui déboule sur les sites pour plusieurs raisons. D'abord parce que voilà, comme je le précisais, on a des petits moyens sur Internet, hein, donc il n'est pas question tout à coup d'ouvrir une rédaction de JRI de 200 personnes, etc. On est toujours sur un écosystème fragile. Et puis en plus, parce que pour nous, la vidéo, ça viendra toujours en complément du reste. Ça sera jamais. L'information sur Internet, pour nous, particulièrement, mais je crois en général, elle est très axée encore autour de l'écrit, pour tout un tas de raisons. Parce que l'écrit, c'est important, parce que dans l'écrit, l'internaute, il maîtrise ce qu'on appelle la timeline, il maîtrise la durée qu'il va accorder à la lecture d'une information, ce qui n'est pas forcément le cas sur la vidéo. On subit un peu, on est plus passif. Sur l'écrit, on reste toujours actif. Parce que l'écrit, ça permet de laisser des empreintes partout dans les moteurs de recherche, etc. Donc, j'aurai l'occasion d'en revenir, mais la vidéo, on n'en fait pas énormément. D'abord parce qu'on est petit, qu'on n'a pas énormément de moyens de production, etc. Et ensuite parce que on pense que c'est un élément qui va toujours venir en complément du reste. Donc le corollaire de tout ça, c'est qu'on n'a pas des volumes qui sont extrêmement impressionnants, hein. On parlait de 5 milliards de vidéos vues en France chaque mois, etc. Nous, on va plutôt être sur quelques millions vues par mois sur le Figaro.fr, ce qui est déjà pas si mal, mais qui reste des petits volumes. Ça veut dire, par conséquent, qu'en termes de recettes et en termes de revenus, ça va être des petits revenus pour nous. Donc là aussi, ça sera des revenus complémentaires. La publicité sur un site comme le Figaro.fr, elle va être maintenant, elle va être à peu près d'une quinzaine de millions d'euros en termes de recettes chaque année. Là-dessus, la vidéo va représenter peut-être 5%, même pas. Donc c'est vraiment une petite partie
de nos informations vues et une petite partie de nos recettes. Maintenant, ce qui est intéressant dans le domaine de la vidéo, ce que tu soulignais, Jérémy, c'est que pour une fois sur Internet, et c'est assez rare, on a le sentiment qu'il y a presque une demande de la part des annonceurs qui est supérieure à l'offre. C'est quand même la première fois que ça arrive en 15 ans de web. Pour les anciens, d'habitude, le drame, c'est qu'il y a des milliards de pages vues, il y en a quelques milliers qui sont achetées, et que du coup, forcément, ça tire inévitablement les prix vers le bas, et qu'ensuite on vend non plus à l'affichage mais au clic, ensuite non plus au clic mais à l'acquisition. Enfin bon, voilà. Donc nous, on essaye évidemment de lutter contre ça, parce qu'on considère qu'on représente une marque, etc. Donc ça a de la valeur. Mais miracle, pour l'instant, vous touchez du bois, mais dans le domaine de la vidéo, et particulièrement dans le domaine de la vidéo autour de l'information, c'est-à-dire, on va dire, entre guillemets, une certaine qualité. Ce problème de la vidéo, c'est que il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup du GC, c'est-à-dire la vidéo qui est faite directement par les utilisateurs. Les annonceurs savent pas toujours ce qu'ils vont sponsoriser, donc ils ont un petit peu de mal parfois à se dire je vais investir sur des contenus, mais je sais pas vraiment les contenus auxquels je vais être associé. L'avantage des sites d'info, c'est qu'au moins on sait à peu près autour de quelle marque, autour de quelle thématique on va être associé. Donc, dans le domaine de l'information, on a une demande qui a l'air pour l'instant d'être supérieure à l'offre. Donc on a des prix qui sont entre 15 et 20 euros net pour 1000 vidéos, 1000 publicités diffusées. Et ça n'a pas l'air de baisser pour le moment. Quand on regarde un peu les tendances aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., c'est même un petit peu au-dessus. Moi, j'étais pas très longtemps aux États-Unis avec des confrères de la presse américaine, etc., qui me disaient que sur de la vidéo thématique, genre l'auto, etc., quand on rentre dans des chaînes vidéo thématiques sur des sites de news, ils arrivaient même à atteindre des chiffres autour de 40 ou 50 dollars pour 1000 vidéos diffusées, ce qui, pour nous, éditeurs de sites, compte tenu des 10 années qu'on vient de vivre, c'est presque une forme d'Eldorado. Maintenant, ça reste sur des volumes qui sont petits, donc voilà, on regarde ça avec intérêt. C'est pas ce qui permet forcément de sauver l'équilibre de tous les gros groupes médias sur Internet. Mais c'est intéressant, ça se développe. Alors après, en termes de format, évidemment, les annonceurs veulent toujours plus long, plus gros, plus fort, plus un petit peu tout. Nous, on essaie de protéger un petit peu nos vidéos, parce que en termes de timing, ce qui est important, c'est de se rendre compte que sur Internet, dans la consommation de vidéos, on est vraiment dans le snacking, on est dans le zapping, on est dans les consommations de vidéos qui sont sur 90 secondes. Hein. C'est vraiment, c'est ce qu'on repère. Il y a des études aux États-Unis qui sont sorties, qui ont montré la durée moyenne de consommation des vidéos par internaute. Alors en fonction j'ai plus tout à fait les chiffres, j'aurais dû les apprendre pour vous les donner, mais en fonction de la thématique, que ce soit musicale, des clips, que ce soit de l'info, etc., on varie entre 45 secondes et 120 secondes, et 2 minutes à peu près. Sur l'info, nous, on est autour de 90 secondes à peu près. Donc 90 secondes, c'est pas très long. Au passage, l'avantage, on parlera technique, mais l'avantage de nos players, c'est qu'on sait exactement quand est-ce que l'internaute, notamment, a quitté la vidéo. Donc ça, c'est assez intéressant, on peut vraiment suivre à la seconde près ce qui l'intéresse moins, etc. Donc on est sur des programmes qui sont courts, autour de 60-70 secondes. Si on prend 30 secondes de pub en ouverture, on va en donner une, deux, puis au bout de la troisième, l'internaute, il va peut-être passer son chemin, parce qu'il va se dire, je vais avoir 30 secondes de vidéo, 30 secondes de pub. Donc on joue avec les cappings. C'est-à-dire qu'on sert une publicité peut-être toutes les 2 ou 3 vidéos vues sur le site, pour pas non plus, pour respecter un peu la charge publicitaire, pour respecter aussi l'efficacité du message. C'est important. Et puis, mais le format, ça fonctionne bien, hein, parce que forcément, il a le nez dessus, il n'y a qu'une seule publicité, il n'y a pas de tunnel. Donc il y a des taux de mémorisation, je crois, qui sont assez intéressants. Donc visiblement, c'est plutôt un format, en tout cas, qui a de l'avenir, à condition qu'on le respecte, qu'on ne le gâche pas, et que on adapte vraiment les technos et les évolutions aux usages. Ouais, Voilà. c'est vrai qu'aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres, on parle d'un taux de visionnage qui est proche des 90% et d'une perception de la vidéo et notamment des internautes qui est très bonne, qui est meilleure, si on se réfère à certaines études, à celle de la télévision. Donc effectivement, tu parlais d'Eldorado, c'est un fait. C'est vrai que sur des formats plus classiques, on a tendance à voir là aussi une baisse très 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 importante des coûts, qui peut ravir certains annonceurs. Mais vu l'impact et vu les performances aujourd'hui du format vidéo qui a une vraie valeur,
on peut être sur des bases de coûts, comme tu l'évoquais tout à l'heure, sur des coûts pour 1000 de l'ordre de 15-20 euros, ce qu'on ne connaissait plus depuis très 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 longtemps. C'est vrai, c'est une benne. Voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on regarde. Alors, comme on est sur des petits volumes, pour le moment, on se regroupe. Voilà, il y a le marché se regroupe parce qu'effectivement, donc je vous parlais de quelques millions de vidéos vues chaque mois sur le Figaro.fr. C'est peanuts, c'est rien à l'échelle de l'efficacité que recherche un annonceur. Donc, évidemment, on va essayer de lui faciliter le travail. Donc, on se regroupe à travers des offres commerciales qui sont vendues entre différents éditeurs, parfois par des régies communes, etc., pour pouvoir proposer aux annonceurs des packs de présence au sein de différents sites éditoriaux, donc un environnement similaire, et puis un petit peu plus d'efficacité. On travaille même, alors ça sera peut-être un mini scoop pour ceux éventuellement que ça intéresse, à travers donc le GES, qui est le groupement des éditeurs de services électroniques, on va dire, le lancement d'un nouveau format vidéo publicitaire qui serait diffusé à peu près sur 70 sites, 70 sites qui sont sur du contenu éditorial, donc avec une certaine qualité dans l'environnement, qui permettrait de servir avec un capping, c'est-à-dire avec un plafonnement de la diffusion de 1 ou de 2, un spot télé en qualité HD, en plein écran, sur les sites internet. La vidéo, évidemment, qui serait assez lourde, se chargerait, on va dire, discrètement à l'insu de l'internaute. Et puis au moment où elle serait prête à lancer et à diffuser dans une belle qualité, on aurait une vidéo, cette fois-ci plein format, qui s'afficherait plein écran sur 20 secondes. Et on va lancer ça, donc avec des taux de montée en couverture qui seront proches de ceux de la télévision, puisqu'on aura à peu près 70 sites qui couvrent, on va dire, les 2/3 des internautes français en moins de 15 jours. Donc on va commencer à tester un petit peu des formats, des dispositifs qui permettraient potentiellement, non pas de concurrencer la télévision, faut rester à sa place, mais en tout cas de proposer des expériences ou des couplages des formats qui peuvent avoir une efficacité proche de celle de la télévision en termes de montée en charge, de couverture, de qualité de diffusion, et puis avec un environnement super, puisqu'il y a un seul spot diffusé vraiment sous les yeux de l'internaute. Donc on mise pas mal là-dessus, on va se regrouper, on va faire des petits tests, et puis on va essayer d'avancer ensemble pour découvrir ce nouveau format. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cette question ? Peut-être pour rajouter, je pense qu'il y a un élément important, il y a le capping bien entendu, et puis il y a aussi l'éditorialisation des vidéos. Puisqu'effectivement, pour des sites de presse qui sont d'abord connus pour les titres de la presse écrite, il est clair que parvenir à insérer utilement les vidéos dans l'ensemble de l'offre d'information, c'est important, de pouvoir varier entre du plus sérieux et du plus divertissant ou de l'insolite. Nous avons, en ce qui nous concerne, 2 titres, un plus axé sur, on va dire, le sport et le divertissement, et l'autre plus sur une actualité politique et économique. Donc là, il y a, je dirais, un exercice intellectuel un peu à faire pour voir ce qui peut plaire à nos différents publics. Et puis un autre élément aussi, c'est le nom de publicité, parce que c'est évidemment irritant d'être confronté toujours à la même, et donc ce qui suppose effectivement que les différentes régies qui vendent la publicité en trouvent suffisamment, parce que revoir 3, 4, 5 fois la même publicité, même à quelques jours d'intervalle, si on voit que celle-là, c'est aussi irritant. Et alors, dernière chose, on part beaucoup dans le pré-roll, évidemment. C'était un peu notre idée au début, mais on en est un petit peu revenu. Et je pense que le post-roll, surtout si la vidéo a bien plu, peut être quelque chose de qualité. Et à cet égard, évidemment, effectivement, les outils de monitoring auxquels Bertrand Gillet a fait allusion sont importants pour voir effectivement jusqu'à quel moment est-ce que les gens regardent la vidéo. C'est important, évidemment, pour le marché publicitaire. Moi, je vais rebondir un petit peu sur la notion des formats. C'est vrai que du coup, nous, en tant que prestataires de services, on voit chez nous aussi bien des diffuseurs que des annonceurs qui viennent fabriquer des programmes chez nous, les post-produire chez nous. Alors au niveau des grands formats qu'on voit, effectivement, on est sur la notion soit de format court, donc là-dessus, qui sont plutôt dans les notions de contenu de marque, qui sont fabriqués spécifiquement
et effectivement avec des durées variables. On est effectivement soit dans les notions plus de dérivés des formats publicitaires, jusqu'à des durées aux environs de 45 minutes, parfois jusqu'à 2 minutes, mais c'est assez rare. On est également sur des notions de séries, où là on voit véritablement la mise en place de séries qui sont à ce moment-là de type feuilleton et qui sont créées. Donc là-dessus on est vraiment dans une notion de production également multi-écran, avec des feuilletons qui sont créés aussi bien à la fois pour du web, mais support PC ou support mobile. L'événementiel, on parlait du direct tout à l'heure avec Médiamétrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le direct est un support utilisé de façon importante, aussi bien dans l'information de création d'émissions, que pour des annonceurs dans des cadres de sponsoring, notamment, ou de mécénat. C'est le cas par exemple pour du sponsoring sportif. On est amené là-dessus à avoir de nombreux annonceurs qui vont demander une couverture en direct d'un événement. Là, on est aussi assez proche parfois du contenu de marque, mais avec une approche là-dessus justement pour des gens de contenu dans la salle ou de scénarisation interactive. On a aujourd'hui une grande évolution qui est la possibilité d'avoir, en plus des réalisations de type broadcast traditionnel, des réalisations spécifiquement web, c'est-à-dire la capacité de pouvoir lancer des émissions, de pouvoir récupérer, d'interagir avec l'audience, que ce soit par de la voix de retour avec des webcams, avec du vote, avec des réseaux sociaux, avec la capacité également de pouvoir présenter des animations, une scénarisation, une mise en scène à la fois de la page web et du programme, et parfois les deux associés. Et ça, c'est vrai que l'aspect événementiel dans la production de la vidéo est une évolution importante et que nous, on sent de façon importante au niveau des tendances. Peut-être pour appuyer sur les aspects fabrication également, on parlait des fois des difficultés de produire de la vidéo en termes de coûts. Il y a un élément qui est à noter, c'est aussi l'évolution des outils de production. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est avec des moyens audiovisuels qui permettent, au niveau des tendances, de produire à des coûts de production quand même plus bas que par le passé, notamment parce qu'aujourd'hui, on a des régies ou des plateaux de tournage qui permettent d'avoir des technologies de pointe, qui permettent notamment d'avoir du virtuel, des fonds 3D ou des fonds virtuels, qui permettent notamment dans la notion de série de dire je crée une thématique, je crée un habillage pour mon émission, pour ma série, pour mon feuilleton, et ça va être quelque chose que je vais être capable de réexploiter et de mettre en œuvre à la fois très rapidement. Si par exemple j'ai une émission quotidienne ou hebdo ou mensuelle, là je rebondis sur les notions de vidéo de type par exemple webinar, lancement de produits, présentation ou animation plutôt de campagne marketing. Là-dessus, on a la capacité aujourd'hui de produire beaucoup plus facilement des contenus avec une qualité souvent broadcast, parce qu'elle permet d'avoir un format pivot qui peut être à la fois après réexploité sur du multi-écran, sur du multi-format, et avec une logique aussi patrimoniale, c'est-à-dire véritablement de pouvoir se dire c'est un contenu que je vais pouvoir exploiter dans le temps, éventuellement que je vais être capable de recycler à d'autres moments dans une logique de best-of, dans une logique justement, là on revient sur une notion de format, c'est une même image, un peu comme je le disais tout à l'heure, où un même contenu peut être refaçonné, retravaillé dans des logiques e-marketing, de teasing, de direct ou d'exploitation d'émissions, ou alors de fonds qui vont pouvoir utiliser dans de l'emailing vidéo ou dans du best-of. Donc là-dessus, les moyens de production sont effectivement aujourd'hui là pour permettre aux producteurs et aux diffuseurs d'avoir une production efficace à des coûts quand même beaucoup plus accessibles que par le passé, dans une logique de pérennité également au niveau des contenus. L'autre point, c'est l'accès aussi aux plateformes de diffusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même globalement une baisse depuis maintenant 5 ans très importante du coût de la bande passante en termes de la diffusion de la vidéo, avec de nombreux acteurs aujourd'hui qui sont présents, aussi bien pour les annonceurs qui, eux, ont en général des accords globaux avec des grands CDN, des grands réseaux de diffusion de vidéos, que la capacité aussi de pouvoir interagir avec l'audience. On parlait de user-generated content aussi tout à l'heure, des plateformes qui permettent là aussi de lancer des logiques de scénario et de demander aux
à son audience de produire des émissions et d'interagir avec elle, d'héberger éventuellement ces vidéos. Donc le coût de la diffusion et le coût à la fois de la production et de l'accès à la capacité de diffusion rend aussi plus facile l'utilisation de ce média aujourd'hui. Et alors, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, et notamment sur la partie annonceur, je m'adresse à toi Julien, donc l'évolution et la révolution de ces formats, notamment sur Internet, est-ce que ça amène les annonceurs à revoir leur mix média, ou en tout cas la complémentarité qu'il peut y avoir entre la télé et le web, notamment pour apporter de la pression sur certaines cibles qui sont davantage présentes sur Internet aujourd'hui? Alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a effectivement Internet apporte un ciblage et une capacité à se mettre en scène, à scénariser quelque chose spécifiquement pour une catégorie de la population. Aujourd'hui, on reste sur des parcs très familiaux, mais surtout sur le parc Astérix, l'offre d'attractions à sensations, on sait que les jeunes adultes, les adolescents, il y a une vraie affinité. Et que c'est un message qu'on ne veut pas forcément généraliser parce que ça peut aussi effrayer une partie de la population et les familles qui sont qui restent notre principale cible. Mais on attire ces jeunes adultes, on s'adresse à eux, on commence à interagir, à créer une relation avec eux par la vidéo et ce qu'on évoquait après, toute la viralité et toutes les interactions qu'on peut mettre en place autour de ça. Donc oui, ça permet effectivement de faire des choses différentes. On a un produit qu'on a inauguré depuis 2 ans autour de la thématique de la Halloween au moment de la Toussaint, où là on est sur un produit vraiment beaucoup plus on va dire fort en émotion et en spectacle, où on s'éloigne un peu de la licence initiale pour vraiment être dans l'esprit Halloween à l'américaine, où on se fait peur et on prend plaisir à avoir peur. Et donc là aussi on cible une population qui est plus friande de ce genre de sensations, et on s'adresse à eux via Internet. On a fait une opération l'année dernière avec Allociné qui avait très bien marché dans ce sens-là, où on a représenté le parc sous un autre jour, en se cachant au début, puis en se dévoilant petit à petit. Et Internet permet ça, ce qu'on n'aurait jamais pu faire à la télévision en termes de coûts, et surtout en termes d'image, où on aurait eu peur de tout casser en s'adressant trop large, alors que là, on savait qu'on était sur une cible bien spécifique, sur une période donnée, et on pouvait tout à fait contrôler ça. Et pour vous, Alexis et Bertrand, est-ce que ça vous a permis de voir de nouveaux annonceurs arriver sur le web, annonceurs que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, et qui rentrent par la vidéo? En ce qui le concerne, la démarche est encore assez embryonnaire, donc ma réponse, je pense, est positive si j'en crois en tout cas, nos différentes régies. Je pense que ce qui est important aussi par rapport à l'offre annonceur, c'est que la vidéo, et d'ailleurs les sites internet en général, permet d'attirer un autre public aussi que ce que les journaux traditionnellement font. Et donc ça, je crois que c'est aussi un argument. Maintenant, je pense qu'en tout cas en Belgique, les annonceurs ne sont pas, même s'ils sont intéressés par le format, je veux dire, se cherchent encore un petit peu. Donc c'est sans doute encore un peu prématuré pour pouvoir être vraiment très affirmatif. Oui, je rejoins absolument ce que tu viens de dire. En fait, c'est un peu tôt encore pour pouvoir tirer une tendance. Est-ce que c'est il y a des annonceurs qui viennent tous les jours au web. Ça, c'est clair, ça fait des années, etc. C'est une bonne chose, évidemment. Après, est-ce que ceux qui sont venus et qui utilisent la vidéo sont venus grâce à la vidéo, ou simplement parce qu'ils organisaient leur migration sur Internet? C'est difficile de le savoir. Je ne sais pas. En ce moment, on a des campagnes partout pour Campagnic. Je pense que tout le monde a vu sur Internet. Dès qu'on regarde une vidéo, etc. C'est sûr qu'ils n'étaient pas là il y a 6 mois. Est-ce que sans la vidéo, ils seraient venus? Je suis incapable de le dire. Voilà, on le saura dans les mois qui viennent. Notamment, tout à l'heure, je parlais d'un couplage qu'on va faire avec 70 éditeurs de sites de contenu. L'objectif, c'est d'aller chercher des annonceurs qui sont dans le secteur du food, notamment, qui utilisent beaucoup la télévision et pour l'instant très peu Internet. Donc ça va être un bon test. Ça va être un bon test si on arrive à avoir des annonceurs qui basculent et qui, tout en étant dans le secteur du food, consacrent une part un peu plus importante de leur mix média au web. En utilisant la vidéo, on aura la réponse. Pour le moment, c'est encore un petit peu tôt. Je ne sais pas, vraiment. Enfin, si je peux vous donner un petit peu d'espoir, messieurs,
Clairement, enfin, nous, il y a eu une évolution du mix effectivement dans les supports utilisés. Un en faveur d'Internet, mais ça c'est déjà un peu plus vieux. Voilà, on va dire de zéro, on est passé à 15-20% des investissements qu'on peut faire et ça évolue chaque année. Et que justement, alors qu'on était sur une logique très à la performance, la vidéo, on s'autorise des budgets plus élevés effectivement. Et là aussi, d'année en année, c'est une part croissante de ce qu'on peut investir. Donc je pense que c'est effectivement un format et un moyen de communiquer qui va aller en se développant. Et même si les frais techniques, tout ce qui est moyens techniques ont fortement évolué pour réduire les coûts, ça reste quand même relativement élevé et ça ampute pour l'instant une partie du budget média dans le calcul qu'on peut faire. Voilà, donc plus ces frais techniques vont réduire, plus ils vont être optimisés, plus finalement la part accordée aux médias purs sera importante. Ça, c'est l'approche, effectivement, parce là, on parle beaucoup médias, publicité. Il y a aussi toute la démarche de communication. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup pour de grandes entreprises, de grandes institutions. On s'aperçoit que, finalement, ce sont les salariés, les employés, les collaborateurs qui demandent à leur hiérarchie, qui demandent au marketing, qui demandent à la communication de leur entreprise l'utilisation de plus en plus de la vidéo comme étant un moyen d'échange, de communication, de partage de la connaissance. Donc ça, c'est quelque chose dont on s'aperçoit quotidiennement, nous, à travers les discussions qu'on peut avoir avec nos clients. Et donc, il y a effectivement tout l'aspect production, publicitaire, diffusion sur les supports médias. Et puis, il y a aussi l'utilisation pour revenir aussi sur une thématique qui était également large, c'est pourquoi la vidéo aujourd'hui et pourquoi faut-il faire de la vidéo. C'est aussi parce que c'est aussi une vraie attente des collaborateurs dans l'entreprise. Quand on est je le vois très bien par exemple sur des notions aussi bien sur de la communication interne que sur la communication externe de grands groupes ou de grandes institutions. Quand vous avez des groupes où vous avez 20, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 collaborateurs, c'est plus même un usage de la vidéo pour la communication, c'est un usage de la vidéo pour les métiers. Pour la formation, donc toutes les dynamiques d'e-learning, pour toutes les opérations marketing, de préparation, de lancement de produits, d'outils en termes de collaboration, d'échange, de travail. Aujourd'hui, quand on reçoit 100 mails ou 200 mails par jour, on n'a pas forcément le temps de tout lire et quelquefois en quelques images, on a véritablement un message fort qui passe. C'est aussi l'occasion de travailler sur la marque, sur l'identité, sur l'habillage. Et là-dessus, je dirais qu'aujourd'hui, à la fois les annonceurs, les clients corporate ont beaucoup appris du monde de la télévision, beaucoup appris du monde des médias, et ils deviennent eux-mêmes, et c'est ça qui est intéressant, leurs propres médias. C'est-à-dire que, certes, ils vont produire des spots qui vont être diffusés sur des supports médias pour gagner en visibilité. Ça, c'est une chose. Mais ils vont également, de plus en plus, créer leur propre canal de diffusion, créer leur propre programme, avec une écriture qui leur est propre et qui se rapproche de leur identité, de leur culture, à travers aussi, et avec un petit peu les mêmes formats, des formats courts, des feuilletons, de la publicité, de la série, des web TV, de la diffusion en direct, de l'événementiel, et de plus en plus de la mise en scène. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on voit, nous, comme étant une tendance forte dans l'utilisation de la vidéo et de l'image animée. Alors merci, ça me permet effectivement de m'éloigner un petit peu du marché publicitaire qu'on a pas mal évoqué et de rebondir sur la partie contenu et brand content dont on parle beaucoup, notamment pour les annonceurs. C'est vrai que la vidéo est le format qui paraît le plus adapté pour ce genre de contenu. Je me tourne encore vers toi, Julien. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui pour faire passer des messages autres que tu pourrais le faire avec un spot télé classique ou voilà, est-ce qu'il y a de la création de contenu aujourd'hui pour le parc Astérix notamment? Effectivement, aujourd'hui, le parc Astérix a besoin de se montrer, a besoin de montrer ses attractions, a besoin de montrer les sensations et l'expérience qu'il peut donner à ses visiteurs. Et alors on appelle ça brand content en termes marketing, mais clairement aujourd'hui c'est donner ces images, faire voir finalement un avant-goût de ce que pourrait être une visite au parc Astérix. Et on a, avec Agence 79 et Dailymotion, lancé une série en début d'année qui s'appelait La Grosse Baffe, où on invitait finalement un certain nombre
de personnalités, de people à venir au parc et à faire la promo dans un espèce de talk show embarqué dans les attractions. Et donc là, ils avaient sur la durée de l'attraction, donc entre 1 à 2 minutes, une interview où ils devaient à la fois parler de leur actualité, de leur promo, et puis un petit défi, un petit test technique dans des conditions assez périlleuses pour voilà, à la fois jouer la blague et toujours le jeu de la promo. Donc on a créé comme ça un certain nombre d'épisodes qui sont diffusés à la fois sur Internet, qui sont repris par Direct 8 dans l'émission 24 heures Buzz. Et on va dire que c'était finalement même pas le parc Astérix qui communiquait. Nous, on est le décor, on est le cadre dans lequel se passe l'émission. On apparaît dans le générique de fin. Mais ce qui était important, c'est juste que ce soit ces people-là, que ce soit un format d'émission finalement relativement classique, même s'il est raccourci, et que finalement les gens reconnaissent et se disent tiens, c'est ça le parc Astérix, j'ai vraiment envie d'y aller. Et en termes de retombées sur ce type d'opération, est-ce que tu as des chiffres? Est-ce qu'il y a un vrai impact? Il est difficile aujourd'hui de dire ça a généré tant d'entrées au portillon. En revanche, ce qui est clair, c'est que ça a été très positif via les différents commentaires qu'on a pu recevoir à la fois de nos fans, puisqu'on a une page Facebook qui est assez active, donc on a senti que ça correspondait vraiment à l'esprit et à ce qu'eux attendaient. Sur Dailymotion, on approche des 400 000 vidéos vues. Donc oui, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché et avec un a priori positif de toutes les personnes qui l'ont vu. Donc je dirais que c'est une bonne opération, même si aujourd'hui il est difficile de calculer un ROI et un nombre d'entrées induites. Alors on parle aussi beaucoup de médias participatifs, collaboratifs. Est-ce qu'il est possible d'exploiter les métadatas, notamment tout ce qui est chat, questions, tweets, SMS, provenant de l'audience? Je me tourne vers toi, Emmanuel. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé. Je pense que pendant les 10 dernières années, on a été beaucoup dans une logique de one-to-many, c'est-à-dire vraiment la logique broadcast. Je crée un programme, je le diffuse, il est en direct, il est en VOD, et assez peu d'interaction avec l'audience. C'est vrai que depuis maintenant 5-6 ans, on commence à se développer l'enrichissement de cette vidéo avec toutes les techniques et technologies de rich media, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une diffusion sur un écran web et sur un support PC, c'est vrai que les interfaces autour de la vidéo ont commencé à s'enrichir, des objets autour de la vidéo ont commencé à interagir avec la vidéo dans une notion du coup de réalisation d'un programme à la fois soit là aussi soit à la demande avec une présentation préenregistrée et scénarisée, soit aussi avec une capacité de direct. Et puis avec l'explosion à la fois des médias sociaux et puis aussi avec des évolutions là aussi dans les usages, la voix de retour a commencé à devenir de plus importante. Alors ça, un simple exemple, par exemple, c'est quand vous avez une émission comme C'est dans l'air avec des questions SMS. Bon, je dirais que c'est parti un petit peu aussi de là. On a commencé à reproduire, là pour le coup, sur le web, c'est ce qui se faisait en broadcast. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est enrichi avec la capacité, je dirais, propre au support et à l'informatique, et à la capacité du traitement de la donnée et de l'information. Donc, ça va être du scoring en direct, je sais pas, une diffusion d'un match de foot pour l'Euro, par exemple. Nous, on a développé un certain nombre de players pour un certain nombre de chaînes de télévision, que ce soit aussi bien pour France Télévisions, que ce soit pour M6 et pour des événements sportifs, où on va être capable de gérer du score en temps réel. On va être capable de récupérer des flux SMS, des questions écrites, du tweet. Donc tout ça, c'est effectivement ce qu'on appelle des métadatas, qui sont tout type d'informations qui peuvent être après traitées, soit en direct, soit post-traitées sur la fabrication d'émissions ou de séries par la suite à une émission en particulier. Mais là, c'est vrai que nous, on a plus une expertise sur les émissions de live et sur le traitement de ces données en direct. Et ça peut aller jusqu'à de l'interaction, par exemple, avec de la webcam, question vidéo.
et avec un animateur qui va y répondre. Donc oui, effectivement, le traitement de la métadata, le traitement de l'audience, de la voix de retour, et l'échange avec les différents publics cibles qui en amont auront été inscrites, invitées, identifiées, sur lesquelles on a parlé tout à l'heure un petit peu du tracking, sur effectivement on va pouvoir savoir à quel moment ils décrochent, ce qu'ils ont regardé, ce qui les a intéressés, les questions qu'ils ont posées. Effectivement, ça fait aujourd'hui partie de la valeur ajoutée et des valeurs ajoutées clés qui sont apportées aujourd'hui dans les programmes où la vidéo fait partie de ces programmes, mais je dirais que c'est vraiment un ensemble qui est mis en scène, qui est scénarisé. Et quelle serait ta... Pardon, je voulais compléter ce que tu disais. Paradoxalement, dans le cadre des diffusions de vidéos sur Internet, nous on a du mal à instaurer de l'interaction. Ce qui peut sembler curieux, puisque Internet, par définition, c'est le canal de l'interactivité. Alors, d'une manière générale, il y a énormément d'interactivité sur le Figaro.fr. On a à peu près 600 000 membres. C'est très important qu'on ouvre un compte Mon Figaro. Il y a 15 000 commentaires par jour sur nos articles. Donc, ça fait du site, on va dire, le site le plus actif en termes de participation, de commentaires. Les gens se parlent, échangent, etc. Alors, sur les vidéos, on a du mal à les engager. Notamment pour deux raisons assez simples. D'abord parce que sur l'interaction, souvent, sous-entend le direct. Voilà, moi c'est vrai que c'était beaucoup dans les cas d'événementiel et de live. Et sur Internet, par définition, on est dans la demande, on est dans l'action à la demande. C'est la grande force du média, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut. Donc, on est rarement en direct malgré tout. Nous, on a une émission politique chaque jour à 18h qui s'appelle Le Talk, qu'on diffuse en direct. Parce qu'on veut créer un peu l'événement, côté un petit peu tension, etc. Mais pas grand monde la regarde en direct en fait. C'est surtout la demande. Donc on a du mal à faire interagir les internautes parce que on a peu de direct. Ensuite parce je le disais tout à l'heure, on est dans les formats très courts. Donc quand il faut faire intervenir quelqu'un en 2-3 minutes, si en plus il faut prendre les questions des internautes, les tweets, les machins, ça y est, on est un peu perdu et c'est compliqué. Et alors, la façon d'intéresser parfois les internautes, après, c'est les vidéos qu'ils nous envoient eux-mêmes. Alors ça, c'est un autre sujet, ça s'appelle l'UGC. Et là, maintenant, on a tous des mobiles qui filment, des vidéos, etc. Donc il y a un caméraman, on a 50 caméramans dans la salle. S'il se passe quelque chose, un accident, on l'a vu... l'avion de New York qui atterrit sur l'Hudson, etc. Toutes les images maintenant arrivent des internautes avant même que les agences de presse ou les caméramans pro soient là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on fait participer l'audience, c'est en leur disant, en récoltant leurs infos. Alors ça a posé d'autres problèmes pour nous qui sont hyper importants, c'est le problème de la vérification de l'info qui compte avant tout pour nous, évidemment. On préfère pas diffuser quelque chose si on n'est pas certain. On a vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une ambassadrice syrienne, une fausse ambassadrice syrienne qui avait témoigné sur France 24, qui avait démissionné en direct sur France 24, sauf que c'était pas elle. Donc on voit qu'évidemment tout le monde peut se faire prendre, donc c'est très dangereux, c'est à manier avec beaucoup de précautions. Ça fonctionne très bien sur les événements, on va dire un peu le côté un peu catastrophe naturelle, les inondations, les tempêtes de neige. Ça, tout le monde est content, envoyez-nous vos images, vos vidéos. Aujourd'hui, sur le sourcing, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça nous demande quand même pas mal de travail de vérification, sans parler des droits, etc. Mais en tout cas, paradoxalement, sur Internet, on a un peu de mal à faire interagir les internautes. On va poser des questions. De quoi voulez-vous qu'on parle ce soir ? Ce soir, on reçoit François Fillon à 18h, pose-lui 2 questions, sélectionne 2 questions, on les passe sur l'écran. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ouais, il y a quand même une dernière étude comme Score, là, 2010, qui parle d'un internaute sur 3 qui laisse un commentaire sur la vidéo, et de 2 internautes sur 5 qui postent eux-mêmes de la vidéo. Donc enfin, c'est quand même important. C'est peut-être pas ce que tu retrouves sur le Figaro, peut-être plus ce qu'on retrouve sur des sites spécialisés dans la diffusion de vidéos, Dailymotion, YouTube et autres, sur lesquels le phénomène est beaucoup plus présent. Mais bon, on voit quand même, voilà, tout ça est très clairement collaboratif, et les chiffres sont importants et ne cessent d'augmenter. Ouais. C'est vrai qu'il faut que le format soit un petit peu long au niveau, à la fois que ce soit lié à un événement et être sur une durée minimum pour effectivement laisser le temps à la fois d'être capable de traiter la data, parce que nous on le voit sur des événements, on peut avoir des milliers de questions qui effectivement affluent, donc ça nécessite aussi toute une logistique de modération, de traitement de l'information, etc.
Par exemple, une bonne façon d'interagir avec l'audience, ça va être par exemple de mettre des votes, système de les faire voter en direct. En même temps, ils peuvent lui poser une question, mais en même temps, un présentateur va dire sur telle thématique, qu'est-ce que vous en pensez? On va générer les résultats de ce vote en direct et on va être capable de le commenter. Mais ça veut dire qu'effectivement, on est dans le cadre d'un format plus long, d'un format plus d'émission, peut-être plus talk show, peut-être plus à l'occasion d'un événement. Mais effectivement, il faut quand même un format adapté pour laisser la place à cette interaction. Alors j'avais une question qui s'adresse à Alexis et Bertrand, et notamment pour avoir votre point de vue sur le positionnement de la presse quotidienne dans l'offre vidéo globale. Pour un site éditorial, c'est évident, faire de la vidéo, oui, mais j'imagine qu'il faut garder une certaine cohérence avec l'écosystème Internet. Donc, comment vous faites aujourd'hui pour intégrer cette vidéo sans non plus casser toute cette partie éditoriale et sans empiéter et cannibaliser le cœur de votre activité, en fin de compte? Je ne suis pas persuadé qu'à l'heure actuelle, on soit encore dans une logique de cannibalisation, dans la mesure où nous attirons via les sites web des gens qui ne vont pas nécessairement lire les journaux, et on peut leur proposer des produits assez différents. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on sort de l'idée que le site internet du journal est simplement la prolongation digitale du journal, là on est un petit peu mal. Si on ne le fait pas, alors c'est quand même très différent. Et je pense qu'on peut alors, je dirais tout en conservant une volonté de qualité et de rigueur, on peut très bien proposer des produits qui peuvent avoir une audience assez importante, dans la mesure où on peut à la limite prendre aussi les télévisions à leur propre jeu. Chez nous, un des éléments déclencheurs de notre réflexe ou de notre projet vidéo, ça a été de voir la télévision publique se mettre à éditorialiser comme nous le faisions traditionnellement. Donc, puisqu'ils avaient pénétré notre terrain, nous allions faire la même chose chez eux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les chaînes de télévision, elles sont encore fort axées autour de leurs journaux télévisés. Donc chez nous 13h, 19h ou 19h30, suivant les chaînes. Et donc ça nous permet aussi d'arriver avec des sujets plus rapidement, parce que nous ne sommes pas tenus par cela. Donc on peut le faire tout de suite. Et donc on voit qu'on peut, je dirais, parvenir à scénariser nos vidéos et à parvenir à les inclure dans une partie du journal que nous reprenons sur Internet, et puis aussi en parvenant à les inclure dans toute je dirais l'information immédiate, parce que la réflexion va plus loin qu'au-delà de la vidéo. La question, c'est de savoir quelle est l'information qui va tenir jusqu'au lendemain matin, date de parution du journal. Et donc tout ce qui ne tient pas jusque-là peut fatalement être utilement mis sur Internet et enrobé, je dirais, encadré par la vidéo et par un ensemble aussi parce qu'il n'y a pas que la vidéo, il y a un ensemble aussi je vais dire, d'applications riches qu'on peut faire tourner autour de ça. Et nous avons par exemple aussi une radio dans le groupe, et donc il y a moyen. On a fait des choses qui étaient pas mal au niveau du mariage de Kate et William, puisque nous avions le streaming diffusé par la BBC, et puis nous avions en fait un commentaire qui se faisait en radio, les images passaient sur le site avec le son de la radio, et nous parvenions aussi à voir, parce que nous avions aussi un live donc pour des gens qui ne voulaient pas nécessairement voir cette vidéo, et donc on avait les réactions des gens, on pouvait réagir dessus, et donc on avait un produit tout à fait original, et avec une souplesse qui était plus importante que celle qu'on prête traditionnellement à la presse écrite, certainement, et même par rapport à ce que des acteurs audiovisuels classiques peuvent faire. Alors tu parlais d'écosystème. Effectivement, nous on pousse beaucoup la vidéo, on essaye d'en faire plus. Après, nos limites, elles sont, alors il y en a partout des limites, donc c'est pas très compliqué. La limite de notre média, c'est-à-dire qu'on peut pas, nous on sait pas se substituer à la télévision, etc. On reste, faut vraiment qu'on fasse des choses qui soient en cohérence avec Internet. Donc tout à l'heure on disait des choses courtes, des choses très chaudes. Il faut vraiment que ce soit très rapide, etc. On est toujours quasiment dans le temps réel, hein, donc il faut aller très vite. Du live, ce que tu évoquais sur les grands événements, et surtout pas de
Surtout pas de grands talk shows de 30 minutes, 1 heure, voilà, des gens comme nous qui parlent de sujet pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, ça c'est vraiment, enfin, on peut le faire mais ça servira à rien, ça ferait pas d'audience, c'est anti-internet. Donc ça c'est une première limite, c'est de rester en cohérence avec ce qui se fait sur internet, c'est court, c'est rapide, ça va vite, c'est de l'image un peu choc, etc. La deuxième contrainte, c'est le modèle, c'est les contraintes financières. Évidemment qui sont très importantes. Internet, c'est un système fragile. C'est vraiment, ça tient à peine debout hein, en termes de système économique, financier, etc. Figaro.fr gagne de l'argent depuis 2 ans maintenant, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément des sites d'actualité qui sont bénéfiques. Donc il faut qu'on fasse très attention dans la façon dont on s'organise pour produire nos contenus. Alors qu'est-ce qu'on produit comme contenu ? Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Bon, on ne fait pas beaucoup. Hein. On fait que des choses on essaie de faire que des choses qui vont venir en complément de ce qu'on fait déjà, et jamais à la place d'eux. Parce qu'on n'est pas assez staffé, on n'est pas assez fort, c'est pas notre métier, etc. Donc ce qu'on va essayer de faire quand on propose un article, une thématique, une info, on va voir si à la place de mettre une photo, si c'est valorisant, si ça vaut le coup de mettre une vidéo, si on apporte quelque chose à nos internautes. C'est vraiment notre principe. Donc hormis les lives, c'est vrai qu'ils sont importants quand il y a quelque chose, les gens sont au bureau, on a une consommation qui est très axée sur le bureau. Donc s'il y a des discours, des lives et qu'on peut les diffuser, on va les diffuser. Mais mettons les lives de côté. En fait, on a plusieurs typologies de contenu. On a tout ce qui tourne autour du zapping. Zapping, c'est formidablement adapté à Internet parce que quelque part, ça coûte pas très cher à faire. On utilise des contenus qui existent déjà. C'est court, c'est assez choc. Ça résume bien l'esprit d'Internet, en tout cas en termes d'information. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? J'ai 1 minute 30 pour savoir, pour voir l'image, voir l'info. Donc nous, on s'est équipé techniquement pour pouvoir faire du zapping. On a une petite plateforme qui nous permet d'enregistrer, 50 chaînes de télé, de pouvoir monter très rapidement, de pouvoir faire nos propres zappings. Et quand il se passe un événement, les tempêtes, on en parlait tout à l'heure, on va aller faire un petit zapping de la façon dont les journaux télé les traitent. Et hop, ça nous permet en 40 secondes de montrer le traitement en image d'un événement. Donc ça, c'est quelque chose, le zapping, qui est très adapté. Ensuite, on a des vidéos sur l'actu. Voilà, l'arrivée de, l'avion solaire là qui s'est posé au Bourget hier ou avant-hier. C'est bien de le dire. Si en plus on peut montrer 20 secondes son atterrissage, cette espèce de grande libellule, ça intéresse nos internautes, mais pas plus que 20 secondes. Donc évidemment, on va pas créer 200 postes de JRI comme, BFM, iTélé, etc. pour couvrir tous les événements dans la France. Donc il faut qu'on travaille avec des partenaires, avec des images déjà existantes. Donc là, on va en acheter parfois auprès des agences. On va trouver des partenaires. On travaille beaucoup avec iTélé pour le moment. France 24, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, en échange de visibilité, etc., on va prendre avec leur accord des images, des vidéos chez eux qu'on va remonter un petit peu et qu'on va rediffuser dans le cadre du Figaro.fr. Donc ça, c'est la deuxième source après le zapping, c'est tout ce qui tourne autour des images. Voilà, les images qui accompagnent l'information quand on trouve que c'est intéressant, quand il y a une déclaration. La troisième chose, là on rentre vraiment dans la production Figaro, c'est que au Figaro, il y a dans le groupe, il doit y avoir pas loin de 500 journalistes. Donc il y a des gens qui sont spécialisés un peu en tout. Et par exemple, Georges Malbruno, qui est quelqu'un qui connaît parfaitement le Moyen-Orient, c'est intéressant quand il y a une actu qui tombe aujourd'hui. Là, ce matin, vous avez vu on a parlé du nouveau patron d'Al-Qaïda, qui est un Égyptien. Voilà, qu'est-ce que ça signifie ? Au-delà de l'info, on essaie de trouver un angle, donner un peu de recul et d'avoir un spécialiste. C'est intéressant d'avoir le point de vue en 45 secondes. On appelle ça les HO. Donc à ce moment-là, il faut aller très vite. Il faut prendre Georges Malbruno ou celui qui sait et on le met devant la caméra, devant un fond vert ou devant autre chose. On en a pour 30 secondes. On lui demande son avis, un éclairage et pendant 1 minute 30, il nous donne avec un peu de recul. Donc là, il faut aller très vite. On a un studio vidéo au sein du Figaro et puis des outils techniques qui nous permettent de faire ça. Ça, c'était la troisième forme de contenu. Et la quatrième, elle se rapproche un peu plus de la production, comme sans doute les professionnels l'entendent. Là, on a eu de la chance parce qu'on a quand même un actionnaire qui nous a soutenus de pouvoir créer un vrai studio Figaro il y a déjà 2-3 ans. On a beaucoup poussé pour le faire. On savait pas ce qu'on y ferait. Hein. On a vraiment clairement mis la charrue avant les bœufs. On s'est dit il nous faut un moyen de production. Donc on a vraiment monté un vrai studio numérique sur lequel on peut diffuser en direct sur le web. On peut diffuser en direct sur des chaînes de télé comme BFM, iTélé, ça nous arrive. Et puis on a staffé. On a 3 personnes qui le font tourner. On a vraiment des caméras numériques, automatiques, etc. Donc c'est vrai que c'était un investissement. Et en fait, on se rend compte qu'il tourne. Il est vraiment très utilisé depuis. Donc on crée plein de petits shows.
le talk qui est un rendez-vous politique, le buzz, on a créé le live qui est un rendez-vous musical toutes les semaines avec des artistes qui viennent taper la musique, etc. Et donc au total, voilà, ça c'est notre 4e forme de production, c'est des événements un peu plus importants. Et donc au total, Figaro qui est quand même presque 190 ans, qui est le plus vieux journal de France, donc un peu une vieille dame, arrive à produire malgré tout à peu près 400-450 vidéos par jour, enfin pas par jour, par mois. Ça fait entre 15 et 20 par jour. Au final, avec, je dis pas presque autant de personnes, mais finalement avec peut-être 2 ou 3 journalistes un peu plus dédiés à la vidéo en plus, mais c'est tout. Donc c'est vraiment, comme on l'a fait sur le digital, c'est vraiment essayer d'insuffler à l'ensemble de la maison cette espèce de réflexe vidéo, de leur dire maintenant il faut travailler avec la vidéo, un peu comme on l'a fait avec, et comme on le fait toujours, avec le web. Et de plus en plus maintenant les gens commencent à s'y mettre. Et est-ce que ça a été évident, justement, de bousculer entre guillemets cette vieille dame sur la vidéo? Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple évidemment parce que voilà, c'est des vrais changements de métier, etc. Mais alors, pardon, je reparlais encore du Figaro, mais forcément c'est l'expérience que je connais le mieux. En 2005, donc il y a 2000 personnes après qui travaillent dans l'ensemble du groupe Figaro. En 2005, il y avait 80 personnes qui étaient sur Internet, principalement au niveau des petites annonces. C'était Cadre Emploi, Explorimo, etc. Il n'y avait quasiment pas de site éditorial. On a relancé tout ça. Aujourd'hui, il y a toujours 2000 personnes qui travaillent dans le groupe, donc ça n'a pas changé. Il y en a 600 qui travaillent principalement sur une activité digitale. Donc à peu près 400 maintenant dans les petites annonces, qui ont pris beaucoup d'essor, Cadre Emploi, Explorimo, Quel Job, etc. Et à peu près 200 dans la partie dont je m'occupe un petit peu plus, qui sont les sites de services et les sites éditoriaux. Donc ça montre un petit peu, si je donne ce chiffre, c'est pour montrer un petit peu le virage et la transformation qui a eu lieu sur ces 4-5 dernières années auprès de la vieille dame qui a 190 ans, c'est pas neutre. Et donc ça s'arrête jamais. Là on va rapprocher encore plus les rédactions. Maintenant il y a 20% du chiffre d'affaires du groupe qui est fait en digital. Et la vidéo, ça va être une étape de plus dans, on va dire, le changement du métier qui est celui de journaliste. De toute façon, l'avantage entre guillemets de la presse, c'est qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette mutation, cette transformation, etc., il y aura forcément des gros soucis. Donc faut y aller et c'est un peu plus facile quand on se dit qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Très bien. On a quand même très peu parlé de coûts. Emmanuel, quelles pourraient être tes préconisations pour produire une série de programmes en direct ou en différé et avec un coût maîtrisé? C'est assez difficile de répondre à cette question. Par contre, je pense qu'il y a une méthodologie, il y a une approche effectivement pour arriver à définir un petit peu les coûts. Bon, c'est quelque chose d'assez classique et d'assez logique quelque part, mais je pense que d'abord il faut évaluer, il faut partir effectivement du contenu. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'on ait des annonceurs ou des clients qui disent on a vu telle technologie vidéo ou tel système ou tel nouveau format d'un point de vue technologique, on souhaiterait l'utiliser. On essaye là-dessus d'essayer de comprendre un petit peu quel est l'usage qu'ils veulent en faire, quel va être leur message, quel va être le contenu qu'ils veulent diffuser, essayer de l'organiser justement sous une forme de format, parce qu'il arrive souvent que, alors quand on est dans un univers média déjà passé de la presse écrite à l'image, c'est un autre type d'écriture, c'est un changement culturel et ça se fait dans le temps. Alors effectivement, on staff, on a des gens qui sont plus habitués à l'image avec des JRI et des gens qui ont plus l'habitude d'être face caméra, donc ça se passe de façon plus naturelle. Quand on est dans des entreprises qui n'ont pas du tout l'habitude de l'écriture, de la scénarisation, du format et de l'image, avant de parler justement de coûts, en disant combien ça coûte, je voudrais mettre une vidéo sur Internet, justement on essaye de les aider, de les accompagner dans la définition du format, d'organiser justement leur contenu, de voir est-ce qu'ils se placent dans une opération de type événementiel ou dans le cadre d'un feuilleton, d'une série d'émissions qui va être diffusée. Et également là-dessus de voir sur quelle plateforme technologique ils souhaitent le diffuser, c'est-à-dire qu'on se pose la question de l'audience. Est-ce qu'on sera sur une audience ciblée, une audience grand public? Donc je crois qu'il y a une première phase de méthodologie qui est vraiment cette notion de planification pour essayer de bien prévoir et justement estimer les impacts du projet en termes de coûts. Donc là, on voit véritablement un petit peu tous les projets sur un projet par exemple d'émissions en direct qu'on connaît bien, de retransmission
on va dire, simple, sans s'occuper de la partie production, tournage uniquement sur les aspects transmission, rich media. On va être sur des budgets qui peuvent osciller entre 3 000 et 20 000 euros. Donc ce que je vous dis, ça ne veut pas dire, mais ça va dépendre justement de la complexité de l'événement, de sa durée, de la notion du multilingue. Par exemple, aujourd'hui, on diffuse aujourd'hui ce programme en direct sur le web, il est traduit. Voilà, donc je dirais, il y a un player, il y a éventuellement une scénarisation des données associées à ce programme et à cette vidéo avec un scénario. Tout ça, l'impact projet, l'impact production, c'est pas uniquement le tournage, mais aussi c'est toute la partie scénarisation, préparation, anticipation sur l'interactivité, le traitement des données. Donc, je dirais qu'une fois que la planification est faite, c'est vraiment la notion de scénario aussi qui va rentrer en jeu. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est plus uniquement une vidéo. Ça peut être une vidéo brute, mais ça peut être aussi beaucoup de métadata, la gestion de la voie de retour, des équipes qui vont être là pour de la modération, gérer du scoring, gérer de l'habillage temps réel, trouver une harmonie et un équilibre entre ce qu'on va voir dans le programme vidéo et ce qu'on va voir dans la page web pour être là-dessus, avoir une cohérence artistique, une cohérence dans le programme et dans son format global. Et je dirais que là-dessus, ça aussi, ça a un impact sur l'expérience digitale et donc sur les coûts. Après, il y a la partie diffusion qui reste un impact, notamment si on est sur des aspects streaming. Effectivement, plus vous avez de l'audience, plus vous consommez de bande passante. Donc il y a des formats qui évoluent là aussi, mais l'impact de l'audience est important et pas toujours facile à évaluer justement par les annonceurs. Et on est plutôt sur des coûts variables, ce que en général pas trop les clients, mais où sur des événements un peu one shot, on est bien obligé de partir un peu sur ce modèle. Et après, je dirais que sur l'impact sur l'évaluation, là aussi, ça va avoir un impact sur le coût. C'est-à-dire que si on est sur des modèles où on a des statistiques simples de consultation de la vidéo, là, on va être sur des coûts statistiques one shot assez peu élevés que fournissent les prestataires. Si par contre on est dans une étude marketing fine, quasiment internaute par internaute, avec le suivi d'un parcours, etc., là-dessus on s'appuie sur d'autres types de partenaires et de professionnels. Et là aussi, ça a un coût particulier. Donc, j'ai pas vraiment de réponse sur le coût parce que justement, en fonction du format, de l'audience, de la zone géographique, de la durée, des qualités des moyens de production à la base, des moyens de transmission éventuellement nécessaires. On va peut-être utiliser la transmission par webcam, par une transmission point à point IP pour faire un duplex avec un autre site. On va peut-être utiliser un présentateur professionnel. Tout ça a un impact sur le format final et donc le coût. Très bien, donc au cas par cas, et les gens qui seraient intéressés peuvent venir te voir une fois cette conférence. Projet par projet. Voilà, tout à fait. Juste moi, je peux vous dire exactement combien ça nous coûte à peu près. C'est assez facile parce que comme en plus on a là aussi, on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent, pas beaucoup d'argent, donc on maîtrise ça très près. Il y a 4 sortes de coûts dans ce qu'on a fait au Figaro. Je le parlais, il y a l'investissement au départ qu'on a eu sur le studio vidéo. Ça, c'est beaucoup d'argent. On parle de 300 000 euros. Donc après, ça s'amortit dans le temps, etc. Avec 3 personnes qui le font tourner. Donc ça, c'est une vraie source de coût. Mais en même temps, on le loue. D'ailleurs, j'en profite pour passer une petite annonce. Si vous cherchez un magnifique studio pour faire vraiment pas mal de choses en plein cœur de Paris, vous pouvez me contacter. Donc on le loue, donc ça se passe pas mal. Ça, c'est la première source de coût. Ensuite, la deuxième source de coût, c'est tout ce qui est matériel. On s'est équipé, on va dire une quinzaine de Mac, du Final Cut, etc., pour que chacun au web ait à peu près pas trop loin une petite plateforme, un petit outil vidéo à travailler. Donc ça, c'est la deuxième ligne de coût. La troisième ligne de coût, c'est qu'on a embauché 2 journalistes un peu plus vidéo entre guillemets que les autres, des gens qui venaient d'M6, etc., pour insuffler un peu ce savoir-faire. Donc ça aussi, ça a un coût. Et la dernière ligne de coût, ce que tu évoquais, c'est tout ce qui tourne autour de la diffusion. Donc d'autres avec un player, etc., qui s'appelle Bright Cove. Donc voilà, on a l'ensemble de la techno. Après, c'est du coût variable, c'est-à-dire que ça se passe pour 1000 vidéos vues. Et alors en fonction du volume, etc., ça va entre 1,50 € et 3 € le coût pour 1000 pour, on va dire, l'ensemble des services. Et la dernière ligne de coût, c'est qu'on travaille régulièrement à être cohérent dans nos habillages, dans la qualité de l'ergonomie, etc., de nos vidéos. Donc ça, c'est un peu, de temps en temps, on fait travailler une agence parce que c'est un vrai savoir-faire
pour nous donner un coup de main là-dessus. Donc on a travaillé avec Cutback Production il n'y a pas très longtemps pour refaire l'ensemble de nos habillages. Donc ça, c'était une petite ligne de coup. Mais sinon, c'est tout. Après, tout le reste, on le fait avec les gens qui sont déjà en place. Voilà pour les coûts. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. J'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. D'ailleurs, si l'Assemblée a elle-même des questions par rapport à l'utilisation de la vidéo et des questions aux différents intervenants, eh bien, on y répondra avec plaisir. Ben, je vais commencer, vous laisser réfléchir à des questions que vous pourriez avoir à poser. Merci beaucoup déjà à tous les 5. Et en fait, ma première question, c'est sur la presse. Il y a pas mal de producteurs, de créateurs de webdoc qui sont ici dans la salle. Le web documentaire, c'est profondément dans sa philosophie un prolongement d'un article, un prolongement d'un travail journalistique, dans une approche qui justement va être plus longue, va être interactive, va être multiformat, multiplateforme. Pas mal de vos concurrents, en tout cas je parle pour la France, mais c'est vrai aussi pour les autres pays, diffusent des webdocs sous différentes formes, soit gratuites, soit catch-up, soit VOD. C'est quoi votre stratégie à la fois IPM en Belgique et à la fois Le Figaro ici en France? Je démarre juste parce que les webdocs, c'est formidable. C'est canon, franchement, c'est top ici. Moi, j'adore ça. Ça démarre mal comme ça déjà. Non, c'est vrai. Ça, c'est les méthodes anglaises. Ils disent d'abord, ils commencent par dire que c'est super, et après ils disent mais. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai. C'est un produit super. C'est hyper adapté au web. Il y a des choses incroyables qui sont faites, des formats géniaux, des images. Même parfois des webdocs en vidéo, simplement des images, des diaporamas, des diapos sonores, de la navigation. Enfin. C'est vraiment des produits fantastiques qui utilisent toutes les capacités du web, l'interactivité, le déplacement, la demande, etc. Donc moi je trouve ça vraiment, vraiment formidable. On en fait quelques-uns, on en diffuse quelques-uns, qui soient produits par nous ou qui soient produits par d'autres. Pas suffisamment, malheureusement, à mon goût, parce que c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Après, on tombe, j'allais dire vulgairement, dans le ratio efficacité, coût, besoin, réponse à la demande. Voilà. Et c'est assez cruel parce que du coup, souvent on est amené à trancher avec on parlait de budget, etc. Le webdoc, c'est un travail très important, donc forcément ça a un coût. Et nous, on n'a pas toujours énormément de moyens à consacrer à l'acquisition de webdoc. Et justement, pour être plus précis, est-ce que vous avez une approche où vous pouvez faire un peu de coproduction? Est-ce que vous amenez un peu d'argent dans une production potentiellement? Ça, c'est une question qui va intéresser beaucoup de monde. Est-ce que vous avez, encore une fois, la question est pour vous deux, Alexis, après, avec plaisir pour entendre ta réponse. Est-ce que vous avez une approche qui est de proposer des outils de micro-paiement qui vont permettre aux gens de pouvoir commercialiser, distribuer leur contenu? Et est-ce que vous avez du revenu sharing sur la pub? Enfin voilà, quelle est votre approche d'un point de vue comment aider les producteurs et comment vous aider les producteurs sur ces 3 modes, sur à mon avis les 3 aujourd'hui? Alors, au sein du groupe Figaro, on a Vodeo, qui est quand même une plateforme de diffusion, l'une des premières, etc. Ou en tout cas, on a une part de l'actionnariat de vidéo, donc c'est un sujet qu'on connaît plutôt pas mal. Et donc on essaye effectivement, je crois qu'en termes de documentaire, c'est l'un des premiers distributeurs en ligne de documentaires. Donc on essaye de diffuser, de proposer à la vente, alors que ce soit à l'acte, par abonnement, etc., un maximum de sujets, de contenus. On fait beaucoup de mise en contexte. Tout à l'heure on parlait comment faire pour faire voir des vidéos. La seule chose, ce qui marche le mieux, c'est le contexte. C'est-à-dire vraiment, on attire l'internaute par un contexte, on lui parle de quelque chose, et là, comme par magie. Donc on propose, dans beaucoup de nos articles, si, je ne sais pas, on parle de problème naval en mer de Chine, entre Taïwan et la Chine, on va proposer des documentaires sur les grandes batailles navales, sur la construction des navires, etc. On le fait beaucoup avec la contextualisation. Malheureusement, et je suis bien placé pour le savoir, en termes de vente finale, d'efficacité, de nombre de projets, de produits vendus, on reste sur des petits volumes, qui fait qu'une fois qu'on a partagé un peu, donc petit volume, petit montant à la fin, qu'on partage entre le diffuseur, Vodeo, l'ayant droit, les producteurs, etc., vous connaissez tout ça mieux que moi, à la fin, malheureusement, il reste pas forcément, il n'y a pas encore vraiment un modèle qui fait que ça permet de stimuler énormément la production. Moi, j'adorerais tomber dans un cercle vertueux avec
avec on diffuse, on monétise ou directement ou par la pub ou indirectement des contenus qui sont vus, qui permettent de faire de l'argent et ensuite d'utiliser ces revenus pour reproduire, de stimuler la production, etc. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on a essayé, on a essayé beaucoup de choses. On n'a pas encore trouvé un modèle suffisamment vertueux qui permette de dégager assez de revenus pour vraiment aller dans une vraie production. Et évidemment, et c'est pas la langue de bois, moi évidemment je le déplore parce que c'est des produits d'enfer. Ça tombe bien, j'insiste du coup un petit peu. Est-ce que vous avez des petits tickets, je sais pas, des enveloppes de 5, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros en accompagnement de la production Alors, au Figaro, quasiment pas. Pour nous, très peu, parce qu'en fait, on est vraiment sur du Internet, c'est du low cost, hein, vraiment. Donc on est souvent dans le low 5, cost. 10 000 euros, c'est du low cost. C'est du low cost pour la production, mais c'est du cost pour Internet. Non, vraiment, c'est tout le paradoxe. Et nous, en plus, on est dans des conditions avec des gens qui ont des statuts, qui ont des contrats, etc., qui sont ceux de la presse quotidienne nationale, donc qui sont des conditions qui représentent vraiment un coût important. Tant mieux, c'est formidable. Mais du coup, il reste pas grand-chose après à consacrer à autre chose que l'indispensable. On fait l'indispensable pour nous, et après il reste plus grand-chose, malheureusement. Donc non, pour le moment, pas suffisamment. C'est vrai que des gens comme Arte en faut beaucoup, à France Télé, à Radio France, etc. Je regarde ce qu'ils font avec beaucoup d'envie, hein, évidemment. J'aimerais bien le faire. Peut-être un jour. Merci. Alexis ? Ma réponse ne sera pas très très différente parce qu'effectivement il y a une contrainte de coût très importante et comme le disait Bertrand, on est vraiment dans un modèle low cost de chez low cost, même 5 000 euros ça représente quelque chose de non négligeable. Alors c'est vrai aussi que les webdocs ont un beau potentiel, mais il y a aussi dans l'offre beaucoup, ça laisse un petit peu à désirer, je trouve. En tout cas sur notre marché, parce que ou bien on tombe un peu dans l'art et l'essai, qui a un beau succès d'estime mais pas de clics. Et donc à ce moment-là, c'est compliqué à monétiser. Ou bien on est quelque chose de très sérieux, qui est parfois un peu en décalage, c'est trop long, etc. Et donc, en tout cas chez nous, il y a un hiatus quelque part entre, je dirais, les compétences des gens qui se lancent là-dedans, et puis probablement le type d'attente que peuvent en avoir les internautes qui sont extrêmement sollicités. Donc oui, on est toujours intéressé. J'ai déjà vu passer pas mal de projets, dont la plupart que j'ai arrêtés ou qui ont été arrêtés à un stade, à un moment ou à un autre, parce qu'on se rendait compte que ça allait coûter cher pour ce que ça allait effectivement rapporter, dans la mesure où, comme je le disais, la sollicitation de l'internaute est quand même très importante. Donc voilà. Restez chez nous, je vous y invite, parce que nous, on a d'excellents webdocs. Ils vont être pitchés dans une demi-heure, et la plupart des créateurs sont là, et vraiment, on en est très fiers. Et sinon, vous pouvez les retrouver sur le site crossvideodex.com. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Moi, j'en ai encore une petite. Elle est plus destinée à Julien et puis à toi. En fait, ce que je voulais comprendre, c'est quand vous lancez sur un projet comme La Grosse Baffe, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu sur le web, quelle est votre approche en termes de production? Comment vous fonctionnez? Tu es une agence média, agence 79, un annonceur. Vous allez vous cherchez des auteurs, vous cherchez des boîtes de prod. Comment vous travaillez par rapport à ça? Parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs ici qui sont intéressés, qui veulent faire du brand content. Comment est-ce qu'ils peuvent aborder le lien entre deux acteurs comme vous, qui peuvent être potentiellement, entre guillemets, des clients? Alors, moi, déjà, je commencerai juste sur un aspect technique. Tout le concept reposait sur des caméras embarquées, sur des machines qui sont, des attractions qui sont des machines relativement complexes, et voilà, qui vont très vite, qui ont des vibrations, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un progrès technique qui permet aujourd'hui de faire des images qu'on ne pouvait pas faire il y a même 2-3 ans. Donc, clairement, la Grosse Baffe telle qu'elle a été faite là, cette année, il y a 2 ans, a été impossible. Après, sur le concept média et la cuisine derrière, je vais laisser Jérémy s'exprimer parce que c'est quand même eux qui sont arrivés avec ce concept et qui nous ont pitché là-dessus. Oui, nous nous connaissons avec Julien. Et effectivement, on a travaillé sur la grosse baffe avec un brief clair au départ de Julien, qui était de mettre en avant les valeurs du parc Astérix et notamment tout ce qui était sensation. On a beaucoup parlé de coûts. Il fallait aussi rester dans des coûts maîtrisés.
raison pour laquelle on a pensé un contenu assez fort. Et à ce talk show, et le premier talk show La tête à l'envers, où on pouvait faire venir des invités directement dans les attractions pour mettre en image justement l'ensemble de ces attractions. On a fait appel à une boîte de production, on a travaillé avec Dailymotion là-dessus. Ça a été énormément de travail pour l'équipe et pour la boîte de production, ainsi que pour les équipes techniques du parc Astérix. Mais bon, en tout cas, en termes de résultats, il y a 12 émissions qui sont diffusées donc, sur Dailymotion. Il y a un espace officiel, je vous invite à vous y rendre parce que les vidéos sont vraiment, vraiment très sympas. Et puis également diffusées sur Direct 8 et ce jusqu'à mi-juillet. Donc là, on est à mi-parcours. On a diffusé 6 émissions avec 6 invités comme Vincent McDoom, Candeloro, Miss France, voilà, des invités et des people qui parlent à la cible du parc Astérix. Et en termes de résultats, surtout beaucoup de viralité, ça c'est évident, beaucoup de commentaires extrêmement positifs sur le contenu, mais aussi sur la marque, parce que effectivement la marque n'est pas citée dès le départ, mais elle est omniprésente, et on peut vraiment attribuer ce contenu à la marque, ce qui est quand même important. Et on parle aussi de plus de 400 000 vidéos vues aujourd'hui sur Dailymotion sur ce contenu, donc ce qui est là aussi très important, sans compter toute la viralité sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, un point extrêmement important et je l'espère un point qu'on pourra renouveler ensemble sur d'autres opérations parce que ça a beaucoup de sens. Est-ce que ça veut dire que, comme tu as beaucoup de clients et que tu es une agence qui cartonne en ce moment et qui rencontre un grand succès... C'est le moment pub du... Non, est-ce que ça veut dire que... Parce qu'ici, moi, il y a des auteurs qui sont super bons et qui cherchent à proposer des projets. Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Est-ce qu'ils peuvent venir vous parler? Parce que voilà, des concepts, ils en ont et ils en ont tous les jours. Après, la problématique, c'est souvent pour eux de trouver des clients pour pouvoir les vendre. Et c'est là où tu te situes en intermédiaire de manière positive pour leur permettre d'aller vers demain un vendeur de pâtes, d'assurance ou de je ne sais quoi d'autre. Non, clairement, enfin, là je vais présenter ma chapelle, encore une fois, Parc Astérix. On est aujourd'hui sur un marché du loisir qui est très sollicité, avec un concurrent principal qui a des moyens qui sont 5 voire 10 fois supérieurs aux nôtres. Donc on a cette obligation, pour survivre, pour émerger, d'être plus malin, de proposer des choses un peu différentes, de communiquer via des leviers et des supports moins traditionnels. Et quelque part, c'est vraiment l'ADN même du personnage d'Astérix, de se dire... Voilà, je suis petit, mais j'ai les moyens de faire des choses bien supérieures. Voilà. Donc oui, on est ouvert à toutes les propositions. On a des moyens qui restent limités, mais on a envie de tester des choses. On a fait ces vidéos l'année dernière, on a fait la grosse baffe cette année. Donc très clairement, la porte est ouverte à des projets. Après, il faut qu'on les regarde un par un et qu'on voit ce qui est envisageable. Mais tout ce qui permettrait de montrer le parc, de le faire découvrir sous un autre jour, clairement nous intéresse. Mesdames et messieurs, un brief est lancé, donc à vos feuilles blanches. Je vous mettrai en contact avec Julien si vous proposez des idées, avec grand plaisir. Voir avec Jérémy Bugard, parce que comme l'a très justement précisé Julien, nous sommes l'agence du parc Astérix, donc on serait ravis effectivement de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Nous, on est une agence média, donc notre cœur de métier, c'est du conseil et de l'achat d'espaces publicitaires sur Internet, principalement. Alors, on ne s'interdit pas d'être créatif et de proposer des contenus, mais c'est pas notre métier d'origine. Donc, si effectivement, par rapport à une liste de clients que je pourrais vous soumettre, ça donne des idées qui peuvent avoir du sens, comme ce qu'on a fait avec le parc Astérix. Je serais bien entendu ravi d'en discuter avec vous. Donc je pense que les coordonnées de chacun vont pouvoir être échangées. Et donc n'hésitez effectivement pas à me contacter pour parler du parc Astérix ou d'autres clients effectivement de l'agence sur lesquels on pourrait partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle peut-être? Bon, je voudrais dire, avant qu'on termine, un grand merci à Dibi parce que c'est grâce à eux que on est tous online dans le monde entier grâce à Internet et live. Donc merci à eux et merci à vous 5 pour ce débat. Petite pause et après on se retrouve pour voir les pitchs et certains super webdocs.
qui vont être présentés. Merci à vous.